Bonjour, vous qui nous écoutez là, bien installés. Aujourd'hui, le canapé est prêt à accueillir une confidence particulière. Un sujet qui, avouons-le, nous intrigue tous un peu. On ne se le dit pas toujours à voix haute, mais au fond de nous, la question est là. Aujourd'hui, on va briser un tabou, ou du moins, ouvrir la boîte de Pandore avec une complice de choix. Paul Kivy, sexologue venu date, qui va nous aider à explorer les méandres de l'infidélité. Préparez-vous à entendre des vérités, peut-être à vous reconnaître et surtout à comprendre. Chut, le voyage commence. Bienvenue sur Côté Canap. Bonjour Paul et bienvenue sur le nouvel épisode de Côté Canap. Aujourd'hui, on va aborder un thème un petit peu spécial, c'est l'infidélité, puisque tu es spécialiste sexologue et que en plus tu avais fait ta thèse sur ce sujet-là. Ouais, ça a été mon mémoire de voilà, je pense que c'est un sujet qui peut parler à beaucoup de gens, qui touche beaucoup de gens, notamment actuellement où on voit qu'au niveau des statistiques, il y a quand même, je pense, plus de 46% des hommes qui ont été infidèles et 38% des femmes en 2022. C'est des statistiques établies par Glidden, un site justement. Un site d'infidélité. Donc oui, effectivement. Bonjour Julie. Je suis contente de te retrouver, de parler de ce sujet. Je dirais pas tabou, mais quand même, où c'est quand même assez présent dans notre société et peut-être qu'un jour ou l'autre, chacun est confronté à cette problématique en fait. Oui. Donc, toi, en tant que sexologue, c'est une thématique que tu rencontres souvent lors de tes consultations? Pas la majorité, mais je vais dire sur l'ensemble de mes couples qui viennent, je dirais plus ou moins un petit peu comme ta statistique, peut-être pas un tiers, mais un quart certainement, et donc ça fait partie de l'accompagnement des couples. Et donc, on va peut-être être un peu plus théorique et je voulais te poser la question, pour toi, qu'est-ce que l'infidélité en fait? L'infidélité à la base, si on prend, on n'a pas trop la définition, mais c'est plutôt l'infidélité sexuelle, parce qu'on verra après, on va explorer ensemble. Il y a différentes sortes d'infidélité. C'est plutôt le contrat de base, donc c'est la fidélité sexuelle dans un couple, et donc l'infidélité c'est vraiment avoir si on reste à la définition, une relation extra-conjugale. Ouais, c'est ça, une relation extra-conjugale. Bon, on parlera peut-être aussi de l'aspect légal au niveau mariage, où là on a vraiment la fidélité, où on signe pour la fidélité, que dans le Pacs ou en union libre, non. Voilà, l'infidélité, en tout cas ici, on va plus s'axer sur tout ce qui est infidélité sexuelle. Quand tu dis il y a plusieurs formes d'infidélité, tu peux développer un petit peu? Il y a de l'infidélité sexuelle, donc avec un rapport sexuel ou bucco-oral. On peut avoir de l'infidélité émotionnelle. On peut avoir combiné les deux, l'émotionnel et sexuel. Et puis maintenant, avec toutes les technologies et les réseaux, on a l'infidélité en ligne. Virtuelle, 2.0. Et est-ce que ça combine pas un peu le côté aussi émotionnel? C'est le côté développement de sentiments finalement pour quelqu'un? Oui, au fur et à mesure, je pense qu'il y a de l'attachement. Dans les infidélités, ça peut aller du one shot. Il y a une seule rencontre ou un seul rapport sexuel entre deux personnes. Au fur et à mesure de la relation, je crois que dans toute infidélité, il y a quand même un certain moment de l'attachement. Et puis, les hommes sont peut-être plus dans les premiers moments de la relation et de la liaison, sont peut-être plus sexuels, qu'une femme va être peut-être plus émotionnelle. Maintenant, inversement, une femme peut être plus sexuelle, et moins émotionnelle. Mais voilà, la majorité, généralement, moi, je pars du principe qu'il y a toujours un attachement, surtout si sa relation perdure. Plus on avance dans la relation, dans le temps, plus il y a de l'attachement en fait. Est-ce que toi tu rencontres plusieurs profils d'infidèles? Je veux dire, il est plus facile par exemple de traiter l'infidélité quand c'est purement sexuel dans un couple, ou quand il y a des émotions derrière, c'est plus compliqué? Ouais, moi je pars toujours du principe que l'infidélité sexuelle, ça peut, alors je dis pas que ça va passer plus facilement, mais le travail peut être
peut être fait de manière plus courte et repartir sur un nouveau couple, que quand on a de l'infidélité émotionnelle, quand l'autre personne, que ce soit l'autre personne, homme ou femme, est devenue la confident ou la confidente. Généralement, c'est des relations suivies tous les jours, peut-être avec des messages, peut-être avec des mails, peut-être avec des appels téléphoniques ou où ils se voient. C'est plus compliqué à gérer, je pense, l'autre personne en tout cas. Qu'est-ce qui peut provoquer cette infidélité, ce sentiment que on va voir ailleurs? Pourquoi les gens sont infidèles? Différentes raisons, on a différentes crises aussi ou différents moments dans un couple. Souvent, on parle de la crise de la quarantaine. Maintenant, parfois, c'est peut-être un petit peu plus tôt, plus tard. La lassitude, peut-être dans le couple, la routine, ça peut être super chouette, mais ça dépend ce qu'on met dans la routine. On a peut-être envie de nouveauté, ou la personne a envie de voir qu'elle plaît encore, ou la majorité des cas, et on en a parlé précédemment ensemble, c'est le manque d'attention en fait. Donc quand la personne se retrouve un peu comme un meuble, s'y retrouve plus dans la relation, et peut-être qu'une autre personne va la regarder en tant qu'homme ou en tant que femme, va avoir de nouveau de l'attention, va avoir de l'écoute, de la communication, peut-être lui faire des compliments. Tout ça, ça fait plaisir, et chemin faisant, un couple c'est un jardin, et donc ça demande du temps, de l'investissement, entre guillemets de l'argent. Maintenant, il faut pas nécessairement de l'argent pour s'occuper de son couple, mais en tout cas de l'attention. Quand cette attention disparaît, je pense que le couple va s'effriter. Quand une personne découvre une infidélité de sa compagne ou de son compagnon, est-ce que c'est facile de quelque part se regarder soi-même en se disant mais là moi c'est peut-être moi qui ai merdé entre guillemets dans ma relation et qui ai provoqué cette infidélité? Est-ce que le fait d'avoir un compagnon infidèle, on a des responsabilités? Alors moi, je n'aime pas focaliser qui est responsable ou pas. Dans une relation, on est co-responsable. L'idée, c'est pas quand les couples viennent me voir, c'est pas de savoir à qui a fait la faute, qui est responsable ou pas, parce que franchement, on va pas avancer avec ça. L'idée, c'est de voir un petit peu, analyser le contexte. Le pourquoi, ça c'est important. Le pourquoi, cette situation est arrivée, et puis faire son mea culpa aussi de chacun de son côté, voir un petit peu qu'est-ce qu'on aurait pu mettre plus dans cette relation, pourquoi ça s'est effrité. Voilà, dans un couple, pour moi, il y a 3 piliers. Il y a l'amitié, il y a les sentiments amoureux, et il y a tout ce qui est intimité et sexualité. Et quand un des 3 piliers s'effrite, il y a plus de statistiques ou de probabilités que le couple dysfonctionne. Et donc, maintenant, un dysfonctionnement dans un couple où il y a eu une autre relation n'est pas nécessairement la fin du couple et de la relation, parce que ça peut être parfois aussi quelque chose qui va redéclencher quelque chose, qui va redonner une... Ça peut réveiller une dynamique. Ça peut, et décider un petit peu de ce qu'on peut refaire dans ce nouveau couple, le nouveau contrat de couple, et être plus attentif à l'autre, peut-être passer plus de moments à deux, se reprendre des rendez-vous ensemble, érotiser son couple, parce que les choses de la vie font les enfants, la vie quotidienne, les courses, le boulot, et voilà, la fatigue fait que on érotise moins son couple, et donc on s'occupe moins de façon au niveau d'imaginaire érotique, au niveau du fantasme ou des expériences qu'on a envie de vivre à deux. Chemin faisant, je pense que tous les deux sont responsables, et si vraiment le couple veut vraiment continuer ensemble, c'est plutôt se poser des bonnes questions et pas commencer à aller mettre la faute sur l'un et sur l'autre. Maintenant, on s'entend bien que la personne qui, j'aime pas le mot tromper, mais la personne qui faute. Ouais, voilà. Il y a beaucoup aussi souvent de culpabilité. Donc, il y a de la culpabilité, mais pour la personne trompée, il y a aussi un éclatement de la confiance en soi. Comment on se relève d'une tromperie comme ça? Tout ça, c'est un travail de longue haleine. L'un et l'autre, je dirais, que ce soit la personne trompée ou la personne qui a été trompée. L'un et l'autre ont quand même leur confiance en soi, l'estime de soi et l'amour de soi perturbés. Et donc, c'est tout un travail. Il faut refaire. C'est un travail de longue haleine. Il est possible de faire un trait sur cet événement et d'avancer sans toujours revenir sur cet événement? C'est possible. Il faut du temps.
il faut quand même de la motivation de l'un et de Faut le l'autre. vouloir, en vrai. Il faut le vouloir, ça va être un travail à longue échéance. Ça va se refaire petit à petit. Il faut recréer toute une relation de confiance. Quand mes couples décident effectivement de refaire un nouveau couple, un nouveau contrat, moi je leur dis toujours qu'effectivement il faut arrêter de ressasser et de toujours revenir et de refaire des pics ou des choses comme ça, parce que de un, ça blesse tout le monde, de deux, on n'avance pas. Et donc, c'est vraiment un travail sur soi. Donc, si on décide de continuer, ça doit être clair. Et si la personne, donc, a des sentiments pour une autre personne, Oui. admettons, dans un cadre professionnel Oui. ou un cadre proche, quelle est la meilleure solution par rapport à cette troisième personne? Couper contact complètement pour le couple? Ou est-ce qu'il est possible d'avancer, parce qu'on n'est pas toujours dans la possibilité de changer de travail ou de... Ouais, mais c'est compliqué parce que de un, ça va donner des impacts. Le lieu de travail, les salles de sport et tout ça, c'est des lieux de rencontre et majoritairement le lieu de travail. C'est compliqué de dire il faut abandonner le travail ou pas parce que ça va avoir toutes des implications, que ce soit financières ou autres. La personne qui soit démissionne ou change de boulot va se retrouver peut-être dans l'instabilité financière, ne sachant pas non plus si le couple va continuer ou pas. Et donc, je pense que ça doit être une décision quand même mûrement réfléchie d'être à deux, mais c'est la personne elle-même qui doit décider de ce qu'elle veut faire au niveau de sa vie professionnelle, si ça se passe au niveau professionnel. Donc, en tant que thérapeute, si un couple vient et donc tu découvres une infidélité, est-ce qu'il est mieux de se taire ou d'avouer? Alors, il y a deux écoles. Le fait d'avouer permet de soulager à la personne... permet à la personne de se retirer un poids. Maintenant, elle remet le poids sur l'autre. Maintenant, il y a plein d'implications aussi, que ce soit au niveau social, au niveau professionnel, même si c'est pas l'autre personne n'est pas dans le milieu professionnel, mais parce que on va peut-être faire une dépression, de l'anxiété, de l'angoisse, ça va avoir un impact sur notre vie professionnelle. Il y a un impact financier, il y a un impact au niveau familial, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on faisait en famille qui étaient super importantes pour le couple, et donc tout ça, généralement, moi quand je les ai, soit ça a été découvert, ou soit entre guillemets la personne a terme avoué, mais enfin voilà, à exprimer les choses et la situation. Donc pour X bonnes raisons, on peut se taire ou avouer. Parfois on veut préserver sa famille, son lieu de vie, parce que une séparation peut entraîner tout un impact au niveau financier, au niveau changement de classe sociale, peut-être aussi avoir une vie moins aisée. L'idée, c'est il y aura cette culpabilité d'un côté comme de l'autre. Quand on avoue, il y a cette culpabilité quand même qui reste, même si on a avoué. Et si on ne dit rien, la culpabilité est là aussi. Tout dépend aussi parfois de la manière dont ça a été connu. Peut-être que si l'autre personne l'a dit en aparté et que ça n'a pas été ébruité, qui est important aussi quand il y a une infidélité qui est dans un couple, c'est pas ébruité au niveau de la famille, parce que s'ils décident de se reconstruire, sinon ça va être compliqué. C'est préférable de garder pour eux? Ouais. Moi, je leur dis toujours de pas éviter d'en parler peut-être aux parents, mais pas à toute la famille, pas à tous les amis, parce que s'ils décident de refaire un nouveau couple, l'autre ne sera plus jamais vu comme avant. Il y a un regard qui change auprès des autres. Et c'est dur à vivre, ça? Oui, c'est dur à vivre, parce que chaque fois ça remet un peu une couche. Voilà, la fidélité. Ouais, mais on n'est pas dans le couple après tout. Enfin, juger la personne qui trompe. On sait pas les raisons. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui jugent, et donc voilà, on est encore dans cette idée de judéo-chrétien où la fidélité, maintenant l'infidélité, c'est aussi entre guillemets un choix. Parfois on rencontre quelqu'un et c'est pas une infidélité qui a été, on s'est pas levé un matin en disant je vais être infidèle ici aujourd'hui. C'est une rencontre, c'est une amitié qui se lie, et puis au fur et à mesure. Il y a des choses qui arrivent, et on voit chez l'autre ce qu'on n'a pas à la maison. C'est ça. Et donc on retrouve peut-être de l'attention ou de l'écoute. Comment se défaire, je veux dire, d'un crush? Admettons, on n'a pas l'intention d'être infidèle, mais on se rend compte qu'il y a peut-être mieux ailleurs. Est-ce qu'il est possible de ne pas faillir et d'ouvrir les yeux pour se désensibiliser de ce crush? Oui, je vais dire, en soi, on peut décider à ce moment-là si on passe le cap pas.
La personne qui va décider d'avoir une autre relation, elle décide en son âme et conscience. Donc, soit c'est se faire une évaluation en disant ok, il se passe un truc, peut-être en parler avec cette personne-là en disant mais voilà, moi c'est important pour moi mon couple et donc je préserve et je préfère rester en cette amitié même s'il y a d'autres choses, ou effectivement là on sent que dans le couple en tout cas existant c'est plus possible et qu'on a envie autre chose et que ce sera même pas avec peut-être cette personne, ce sera peut-être ou avec une autre personne ou même peut-être personne. C'est des moments parfois de vie, on est peut-être à un certain moment, on choisit, on se dit j'ai envie d'autre chose et puis on s'est retrouvé dans un couple et ça nous convenait et puis là on a envie d'autre chose. On change. Ouais, on évolue et souvent aussi les couples, ça arrive, la fidélité arrive quand on évolue et peut-être pas de la même manière, on revient à nos valeurs où les valeurs changent, où on ne s'y retrouve plus en fait et donc pas nécessairement parce que on en veut à cette personne, pas nécessairement parce que on ne l'aime plus, parce que voilà. Mais les sentiments, a d'autres attentes, d'autres choses. Donc la vie fait qu'on rencontre d'autres personnes et rien n'est calculé en fait. Et si c'est une infidélité sexuelle, si on a un profil devant nous qui est c'est plus fort que lui ou elle, comment ça se passe? Parce que là c'est pas les sentiments. Non, c'est pas les sentiments, mais alors là on est peut-être à analyser, mais on est peut-être dans une dépendance sexuelle. Et donc là, c'est plus tout ce qui est dépendance en arrière-plan, c'est tout ce qui est anxiété, angoisse, que ce soit la dépendance à l'alcool ou autre. Souvent, il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de stress. À voir un petit peu aussi pourquoi ce besoin, qu'est-ce qui est là derrière dans cette dépendance et dans cette consommation sexuelle. Est-ce que c'est une manière de se dire que la personne est vivante, voire analyser un petit peu ce qui s'est passé aussi dans sa vie, peut-être qu'il y a eu des décès ou des choses comme ça qui l'ont marqué. C'est possible de guérir de ça, de cette... Oui, parce que je vais dire, c'est comme toute addiction. Il y a des moyens par différentes thérapies. On sait, tout ce qui est thérapie alcool et tout ça, qu'on va avoir X rechute au niveau de la dépendance, au niveau sexualité ou porno ou des choses comme ça. Il y a un moyen de diminuer cette dépendance, effectivement. Et si c'est pas une question de dépendance, mais une question de vouloir plaire. La personne a ce besoin d'aller voir ailleurs pour juste se sentir qu'il plaît encore. Comment faire? Tu te mets du point de vue de la personne qui veut plaire ou du point de vue de la personne qui... Oui, pour la personne qui veut plaire. Qui aime sa femme et qui ne peut pas s'empêcher, ou son homme, et qui ne peut pas s'empêcher de, malgré tout, aller voir ailleurs parce qu'elle a ce besoin de plaire et de dire, voilà, j'attire encore. Ouais. Mais peut-être l'idée d'ouvrir et de discuter avec sa compagne ou son compagnon, ouvrir le couple et peut-être se diriger vers d'autres choses, vers les clubs échangistes ou en couple libre et remettre d'être avec des règles ou pas au niveau des amis, pas X fois. Ça, tout dépend de l'ouverture aussi. C'est une question de communication dans le couple et de revoir un peu le contrat sur ce qui est autorisé ou pas. Ouais, c'est ça. Je voulais revenir sur les formes d'infidélité que tu parlais, donc infidélité émotionnelle, infidélité sexuelle et infidélité virtuelle. C'est quelque chose qu'on rencontre de plus en plus. Ouais, énormément. Hein. Je vais dire, si on revient si je prends la génération de mes parents, c'était la lettre et le téléphone. Et donc, je dis pas qu'il y avait pas d'infidélité à ce moment-là. C'était nettement plus compliqué. Donner un rendez-vous à un endroit. Que maintenant, on est sur les réseaux, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp, que ce soit Messenger, que d'autres, il y a d'autres applications, Signal ou des choses comme ça. Il y a tellement de tentations, de possibilités. Oui, c'est facile. Je vais dire en soi, les sites de rencontres, c'est tellement facile de se faire une inscription et de rencontrer des personnes. On a des sites de rencontres style Tinder. Là, le truc est clair où là, c'est une recherche plus au niveau sexualité proprement dite. C'est tellement plus facile en fait. Est-ce que ça fait autant de dégâts virtuels dans un couple? Découvrir que l'autre parle à quelqu'un d'autre? Ouais, je pense que ça, de ce que j'ai pu voir avec mes couples, comme il y a une distance malgré tout dépend si la personne a rencontré effectivement la personne en physique ou pas, parce que ça peut rester à des échanges ou des vidéos ou des sextos, enfin voilà. Et je pense que ça, c'est peut-être plus gérable que une rencontre avec quelqu'un d'autre. On est quand même dans une société aussi de consommation, mais consommation de tout, que ce soit consommation d'acheter plein de choses que d'avoir plein de relations. C'est devenu tellement plus facile. Est-ce qu'il faut faire un contrat d'exclusivité quand on est comme ça en couple
si on veut éviter l'infidélité? Est-ce que c'est quelque chose, dès le départ, faut... Souvent, quand on se met en couple avec une personne, la fidélité est tacite. Donc, on part du principe, on n'en parle pas, et donc... Mais on n'en parle pas? Voilà. Mais justement, je pense que c'est quelque chose qui doit être... verbalisé, peut-être? On doit en parler, et que le contrat du couple soit clair. Qu'est-ce qui est ok, pas ok, jusqu'où? La vision du couple aussi. Et peut-être même dès la rencontre, maintenant, voilà, quand on rencontre quelqu'un, c'est en disant, ben, moi, je fonctionne comme ça, et déjà être clair avec soi-même. Qu'est-ce qui est ok, pas ok, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. On est plutôt sur un échange, tu veux des Ouais. enfants ou ce genre de choses, mais en fait, je pense que c'est tellement tacite, finalement, la Ouais. fidélité, qu'on n'en parle pas. Non, on n'en parle. En fait, c'est quelque chose qui, ça coule de source, mais en même temps, ça coule pas de source, parce que parfois, on part du principe que c'est voilà, la fidélité sexuelle, pour finir, ça ne convient peut-être pas à une personne et l'autre, et puis après c'est la catastrophe, en fait. Donc oui, c'est quelque chose qui doit être discuté, mais comme quoi le couple c'est un jardin, et il faut décider un petit peu de... Qu'est-ce qu'on y met dedans? Ouais, quelle plante on met. Si on met des hortensias ou des pivoines. Est-ce qu'il y a une différence entre l'infidélité des femmes et des hommes? Non, mais du travail que j'ai fait, du mémoire que j'ai fait, en fait, ce qui ressort, c'est que généralement les femmes souvent vont partir soit pour l'autre personne, ou soit pour elles-mêmes. Que les hommes, la statistique en fait d'un homme infidèle, il y a 5% qui partent chez leur maîtresse, et il y a que 2% qui restent chez leur maîtresse. Il y en a 3 qui reviennent à la maison, chez leur femme. Ils ouvrent les yeux sur ce qu'il y a ailleurs. Oui, ils vivent au quotidien et ils se rendent compte peut-être de certaines choses, et donc ils reviennent à la maison ou pas, ou parfois la femme ne reprend pas non plus, ni la femme ni la maîtresse. Parfois ils perdent entre guillemets sur leurs 2 tableaux. Je voulais mettre en parallèle la différence entre la fidélité et la jalousie. C'est la jalousie dans un couple peut quand même être aussi dévastateur. Ouais. Est-ce que la jalousie peut être une cause aussi d'infidélité? La jalousie, déjà, c'est un travail sur soi. C'est un travail sur soi au niveau de la confiance en soi, de l'estime de soi. S'il y a jalousie, il faut quand même se poser des questions. La jalousie, oui, peut être destructrice dans le sens où elle va enfermer l'autre, et on est quand même dans de la possessivité. Donc tu es, entre guillemets, mon objet. On peut être agacé que l'autre a une complicité ou une affinité avec quelqu'un d'autre. En soi, ça peut rester ok, mais la jalousie outre mesure où on enferme, c'est pas ok. Parce que là, on part quand même, on va pas parler dans les relations toxiques, mais on n'est pas dans une relation saine et apaisante et sereine. En fait. Il y a apparemment, au niveau des chiffres, on en parlait tout de suite de la hausse de l'infidélité, mais au niveau surtout de l'infidélité féminine, il y a une hausse. On sait expliquer pourquoi? Parce que les femmes maintenant sont indépendantes financièrement. Avant, on était dans un couple plutôt après la guerre, 40-45. Les femmes ont travaillé déjà pendant la guerre. Ça leur a donné une certaine indépendance. Et faut pas oublier quand même qu'on peut voter que depuis 1960. Ça leur a permis d'être indépendantes financièrement. Et il y a plus cette pression en se disant je dois être absolument fidèle pour maintenir et la famille. J'ai pas dit que c'était pas la bonne raison, pour maintenir la famille. Et elles ont cette indépendance, donc elles peuvent avoir leur voiture, leur maison, leur job. Il y a moins cette pression financière. Ça permet plus de liberté. Ça permet le choix de rester ou de partir pour soi ou de partir pour quelqu'un d'autre. Est-ce que une infidélité peut provoquer des conséquences dramatiques? Oui, ça peut. Déjà, il y a tout ce qui est au niveau de la confiance en soi. On peut aller les dépressions, l'angoisse, l'anxiété, les tentatives de suicide. Ça peut aller très très loin parce que ça peut avoir un impact énorme. Une personne n'est pas l'autre, et donc une personne ne va pas gérer. Si on est déjà sur un terrain fragilisé, la personne va avoir moins de ressources, et donc ça va être plus compliqué à se reconstruire. On est quand même en travail de deuil, le deuil du couple, le deuil au niveau de tout ce qui est amical et autres, parce que s'il y a une séparation, tout va changer, tout va se basculer. Tu rencontres souvent des couples qui finalement la décision c'est la séparation après l'infidélité? Ouais, généralement c'est 50-50. Ouais. 50% des couples vont décider de se séparer, donc là je peux les accompagner aussi, et c'est tout un travail avec par exemple une lettre d'adieu, mais pas dans la lettre d'adieu pour tout faire les reproches.
c'est pour remercier la personne des bons moments, parce qu'il y a eu des bons moments, hein, sinon la personne ne serait pas restée en couple, de tout ce qu'elle lui a apporté de bénéfices. On peut finaliser et accompagner ce deuil, 50%, où effectivement là on va repartir sur un nouveau contrat, décider de ce qu'on met dans le nouveau blason du couple et mettre des choses en place. Donc repartir peut-être sur tout ce qui est les différents fantasmes qu'ils ont peut-être entre couples, travailler sur l'imaginaire érotique, travailler par rapport à des moments amoureux, par rapport à tout ce qui est massage à deux, des moments à deux, et donc un peu remettre le focus sur leur couple et refaire des fondations. Donc un travail de longue haleine. Ouais, on est parti. Ça peut être très chouette parce que il y a des couples qui ont connu, voilà, je vais dire une crise d'infidélité, et en fait ils s'en ressortent plus forts. Peut-être que les choses sont plus claires aussi, donc c'est peut-être aussi décider d'ouvrir le couple ou pas, ou de communiquer plus. Ça a ouvert les yeux peut-être sur Ouais. les manquements et Ouais. ils avancent grâce à ça. Ouais. Et donc plus parler dans leurs émotions, plus parler dans les besoins, parce que c'est rare en couple de quoi tu as besoin toi. C'est rare qu'on pose la question. Là, le fait de rechoisir aussi la personne en disant oui, je veux revivre avec toute une période de ma vie, on verra combien de temps ça durera, peu importe, mais j'ai envie de réinvestir avec toi. Reprendre la décision Ouais. de poursuivre. Oui. C'est un travail de longue haleine et on investit toujours dans notre aspect professionnel. On investit au niveau familial, on investit au niveau de nos loisirs. Mais moi, j'insisterai vraiment, c'est mettre dans le calendrier des moments à deux. Même on bloque des moments, peu importe ce qu'on fait. C'est se bloquer des moments à deux, des moments suspendus, des moments rien qu'à nous, pour dire, même pour ne rien faire, hein, juste être dans les bras de l'un l'autre et profiter du moment. Parce que la vie fait qu'on est tellement pris par plein de choses. On s'oublie. On s'oublie, on oublie le nous et on s'oublie soi. Et c'est vraiment des moments à soi, des moments pour l'autre, des moments pour nous deux. Et c'est voilà. Moi, j'aime bien la métaphore du jardin ou la métaphore de l'élastique. Quand on met entre deux doigts un élastique et ça fait le lien du couple. Si l'un des deux tire un peu moins sur l'élastique, on voit que la relation, donc c'est un travail de tous les jours. En commun. En commun. L'infidélité touche tout âge. Oui, l'infidélité touche tout âge, que ce soit chez les ados, chez les jeunes ou les trentenaires ou Les aînés aussi. Oui, il y a des gens qui divorcent mais à 70 ans. Hein. Autant ils ont une nouvelle sexualité et peut-être des nouveaux amours, et il y a des couples qui divorcent même. C'est la pension qui fait, par exemple, se retrouver à deux qui. Ouais. En fait, il y a dans un couple, il y a différents moments clés. Généralement, l'arrivée des enfants aussi, la grossesse peut faire que le couple Des failles. Ouais, des failles, perte d'emploi, maladie. Tout ça peut faire des crises de vie en fait. Donc crise de quarantaine, crise d'univie, qu'on se retrouve à deux et que tous les enfants sont partis alors qu'on avait on avait tout focalisé sur les enfants et les activités des enfants, et donc le focus était vraiment sur les enfants. Et là, quand ils sont partis, on se dit ah ouais, ok, ça c'est mon compagnon, c'est ma compagne. On se redécouvre en fait. Ouais, soit on se redécouvre, ou on se dit ouais, tout compte fait, on n'est plus en adéquation. Ouais, c'est ça. Un peu comme quand on est sorti de confinement, il y a des couples qui se sont dit ah oui, ok, d'accord. Il y a des couples où ça a renforcé les choses, il y en a d'autres que ça a séparé. Donc chaque fois qu'il y a des moments de vie comme ça, où peut-être effectivement à la pension, on se dit voilà, j'ai 60 ans, moi les 10 prochaines années, j'ai plus envie de vivre comme ça, j'ai envie d'autre chose. Est-ce qu'il y a un appel à la liberté sexuelle aussi maintenant? Moi je trouve, ma vision, je trouve qu'on est en train de régresser. Donc si dans les années 70, je trouvais que, on était plus libre dans ce qu'on pouvait dire, dans ce que maintenant on est fort sexualisé dans le sens où on voit oui des femmes nues, des hommes nus, porno facilement accessible, mais je trouve qu'on est en train justement de basculer dans l'autre sens où on n'est plus aussi libre de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut faire. On a l'impression qu'on est reparti un peu dans un cadre plus restrictif. Plus rigide du couple. Ouais. Ouais. Pourtant, on parle aussi de polyamour. Oui, quand j'ai fait mon mémoire, j'en ai parlé avec mes étudiantes, et en fait, je dis ça parce que ils sont très vite dans un couple très installé où on part en vacances, on va avec les beaux-parents. Je dis pas que c'est pas bien,
mais profiter un petit peu. Je ne sais plus ce que tu viens de me dire. On parlait de polyamour. Oui, le polyamour. Oui, dans un sens, ça se développe aussi et chacun est libre de faire. Pourquoi pas? C'est peut-être une manière d'apprivoiser les choses et peut-être que c'est une manière aussi. Il y a des couples qui fonctionnent très bien en polyamour où ils ont eu des enfants, je vais dire, ensemble, où il y a les enfants étaient déjà là. Et il y a tellement de manières d'aborder le couple et de ce qu'on met dans le couple. Du moment que tout le monde est ok, tout le monde est bien et que ce soit serein, pourquoi pas. Je voulais te lire parce que j'adore les petites citations. Donc je voulais terminer avec ça. Oui. Et donc, c'est une citation de Françoise Hardy, qui était quand même un couple particulier, puisqu'on sait que Jacques Dutronc, quand même, n'était pas le plus fidèle. Et qui vivaient séparément et que voilà, elle a travaillé toute sa vie par rapport à ça, par rapport à l'infidélité de son mari et qu'elle l'aimait malgré tout. Et je trouvais ça approprié. Et un jour, quand nous serons assis côte à côte, avec nos cheveux gris, et nos mains marquées par le temps, tu me demanderas, comment avons-nous traversé tout ça? Je te répondrai, parce que nous avons choisi de nous écouter, plutôt que de nous ignorer, parce que chaque obstacle était une raison de nous rapprocher, pas de nous éloigner, parce qu'on a appris à transformer les tempêtes en leçons, parce qu'on a toujours trouvé une lumière, même dans nos moments les plus sombres, parce que nos éclats de rire ont guéri nos blessures, et nos silences étaient des promesses jamais brisées, et surtout parce que nous avons toujours choisi l'amour, même quand c'était difficile. C'est comme ça que nous sommes arrivés ici, toi et moi, ensemble. C'est un beau texte. Je trouvais approprié. Voilà, j'adore les citations. Ouais, c'est une belle citation. Merci. Merci à toi pour cet échange. Merci Julie. À bientôt. À bientôt. C'est ainsi que se clôture notre échange passionnant avec Paul Kivi sur le thème de l'infidélité. Je tiens à remercier chaleureusement notre invité pour l'expertise sur ce sujet. Chers auditeurs, j'espère sincèrement que cet épisode vous a apporté un éclairage nouveau, ou du moins matière à penser. Et vous, quelle est votre opinion sur l'infidélité? Avez-vous des expériences ou des réflexions à partager sur ce sujet sensible? N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur les réseaux sociaux. Vos avis sont essentiels pour moi et peuvent aider aussi d'autres personnes. Si cet épisode vous a touché, vous a été utile, n'oubliez pas de partager avec vos proches et de vous abonner à Côté Canap pour ne manquer aucune de nos prochaines discussions. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Côté Canap.